Donc c'est le 3e jour, mais ce n'est pas le dernier jour, puisque vous allez voir si vous restez toute la journée avec nous que c'est un jour qui va annoncer le début de plein de nouveaux débuts. Donc c'est un 3e jour, tout simplement. Juste un mot avant de donner la parole à Julien. Pour vous présenter ce petit outil qu'on a mis en place pour prendre des notes pendant les différentes interventions. Donc c'est ce que vous voyez sur les écrans latéraux. Ça nous permet de retranscrire certains des extraits des exposés qui nous sont partagés, de chercher en même temps des illustrations, des supports visuels. Et surtout, ça nous permet de garder une mémoire écrite de ces 3 jours. Donc tout ça va pouvoir constituer une publication en ligne et une petite publication papier. Voilà, juste pour pas que vous preniez peur de ces mots qui s'affichent. Merci. Merci d'être là si tôt. Et du coup, on va... donc aujourd'hui, ouais, comme Camille vient de le dire, c'est le 3e jour. Du coup, le premier jour était principalement centré sur d'autres manières d'accueillir. Le 2e jour, plus sur certaines alternatives concrètes, du coup. Et là, aujourd'hui, en fait, on va vous parler d'économie. Donc, autour d'une discussion qui s'intitule « L'économie sociale et les monnaies alternatives sont-elles des alternatives ?» Du coup, on commencera avec Thomas Lamarche, qui est à ma gauche et qui est enseignant-chercheur ici au LADIS en économie, et proche de la revue de la régulation. Et du coup, là, aujourd'hui, vous allez nous parler des coopératives et d'une expérience concrète qui s'inscrit du coup dans une recherche-action, et vous allez interroger du coup cette expérience. Donc, ensuite, à ma droite, Marie Cuiré, qui est aussi enseignante-chercheuse ici, mais en philosophie au LCSP. Donc, vos travaux portent sur la monnaie. Et vous allez aujourd'hui, du coup, nous interroger le caractère alternatif des dites monnaies alternatives. Et enfin, du coup, Diego Viana, vous aussi, vos recherches portent sur la monnaie. Et, vous êtes doctorant à Sao Paulo et actuellement ici à Paris 7. Et vous allez aussi nous parler de la monnaie dans une démarche... dans un cadre philosophique en interrogeant l'invention monétaire. Donc voilà. Donc juste avant de vous laisser la parole, moi je pense que... Enfin, je voulais juste souligner que je pense que vos 3 démarches ont certainement des points communs, justement pour s'inscrire dans un cadre, pour appréhender l'économie dans un cadre qu'on pourrait dire hétérodoxe, face justement à la doxa néolibérale contre laquelle... se lèvent ces discussions tout autour dans ce colloque. Du coup, voilà, je vais commencer par te laisser la parole, Thomas. Ok, merci. Bonjour à tous et toutes. Donc, effectivement, je suis économiste, assez intégré dans des courants de pensée hétérodoxes, comme Julien vient de le rappeler. Le dispositif dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un dispositif qui s'appelle la manufacture coopérative. En fait, c'est une coopérative que nous avons créée et qui est une coopérative de recherche-action créée par des chercheurs, notamment des chercheurs du LADIS, qui est notre labo ici, notamment à P7 sur les changements sociaux et spatiaux, mais aussi d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, notamment travaillant sur les coopératives et travaillant sur les discontinuités au travail. Parce qu'en fait, l'enjeu dont je vais vous parler aujourd'hui est double. C'est l'enjeu de la construction de coopératives comme des formes d'entreprises qui appartiennent aux travailleurs et aux travailleuses, donc qui appartiennent à leurs membres. Sachant que dans le titre que j'avais envoyé, je ne sais plus s'il y avait marqué coopérative ou économie sociale. Dans l'économie sociale, c'est ça peut-être que j'ai changé. Dans l'économie sociale, il y a une telle variété d'initiatives qu'on va retrouver d'un côté des formes très autogestionnaires, de l'autre côté des formes très pro-market. Donc dès qu'on le dit, on utilise des mots anglais d'ailleurs, c'est toujours très amusant. Et donc dans ce côté très pro-market, il y a tout ce qui est autour du social business, qu'on peut traduire par entrepreneuriat social. Mais ce dont je vais vous parler, c'est pas la frange marchande ou quasiment financiarisée de l'économie sociale, mais c'est de la démarche coopérative. Parce que un point qui nous semble vraiment intéressant à souligner, c'est la façon dont il est possible, et pas simplement maintenant, c'est quelque chose qui est quand même qui est une assez grande ancienneté dans l'histoire du mouvement social, d'envisager des formes organisationnelles de production. Parce que des formes organisationnelles, il y en a plein, mais là, ce dont je parle, moi, c'est des formes organisationnelles dans la production, donc des coopératives de production. Il peut aussi y avoir des coopératives de consommation, bien sûr, mais
on s'intéresse quand même à la place des gens qui travaillent, et donc au travail. Donc nous avons créé ce dispositif qui s'appelle la manufacture coopérative, donc un certain nombre de chercheurs, et puis surtout des acteurs au sens, et des actrices, au sens où ce sont des personnes impliquées dans le mouvement coopératif, ou dans certaines franges du mouvement coopératif, parce que le mouvement coopératif, lui aussi, est assez pluriel. Il va d'une frange autogestionnaire à une frange très libérale. Hein. D'ailleurs, la Confédération Générale des Scopes en France est dirigée par la frange la plus libérale, ce qui ne vous étonnera pas forcément. Voilà, donc des coopératives, et en l'occurrence des coopératives un petit peu particulières, qui sont des coopératives d'activité et d'emploi. Et une coopérative d'activité et d'emploi, pour dire en 2 mots, c'est une coopérative qui réunit des personnes qui ont une activité indépendante. Et donc, ce sont des personnes qui sont déjà dans des franges désalarisées ou non salarisées. Quand on dit désalarisé, ça suppose qu'on l'a été. Donc pour des gens qui ont 50 ans, ils ont pu avoir une période salariée, puis non. Mais pour des personnes plus jeunes, de temps en temps, il n'y a pas eu de période de salariat, ou bien des périodes de salariat très courtes. Et donc l'enjeu, c'est de voir comment se recomposent des formes d'activité collectives, co-organisées, avec des processus participatifs, c'est-à-dire du point de vue ce qu'on appelle parfois, mais même si le terme fait toujours sursauter dans sa lecture foucaldienne, le système de gouvernance. On peut dire système de gouvernement, on peut dire système de décision, on dit ce que vous voulez. Ça, je ne suis pas très dérangé d'utiliser système de gouvernance, même si ça peut faire tiquer. Donc c'est comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on délibère, et puis comment on fait des démarches, j'allais dire, de mobilisation ou d'empowerment de tous et toutes. De tous et toutes, parce que la question notamment de la participation des femmes à la gouvernance est un point important dans ces organisations qui sont, pour certaines d'entre elles, très féminisées. Et voilà, donc la vigilance qu'on peut avoir sur la mobilisation de chacune dans les systèmes de décision est un point important. Voilà, toujours est-il que l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser des coopératives de travailleurs autonomes, c'est-à-dire de travailleurs et de travailleuses en situation de discontinuité d'emploi. Alors pas toujours discontinuité d'emploi, justement, parce que l'objectif de ces coopératives d'activité et d'emploi, c'est de créer du salariat. L'enjeu de la création du salariat est un enjeu majeur, puisque le salariat est porteur des droits sociaux, ou est encore porteur des droits sociaux. Il ne faut pas du tout négliger ça en essayant de se projeter dans une société post-salariale. La société post-salariale peut advenir, mais en tout cas, la réalité du système de protection sociale, des droits afférents, des revenus de transfert, etc., est attachée au salariat. Et donc, la démarche qui est menée par ces coopératives d'activité et d'emploi, c'est une démarche visant à permettre l'accès au salariat pour des personnes qui sont de facto non salariées par leur donneur d'ordre. C'est-à-dire des précaires. Voilà. Des précaires de toute forme, qui, les entreprises, plutôt que de recruter quelqu'un, vont avoir recours à des logiques de contrat, et de voir est-ce qu'on peut organiser des systèmes coopératifs pour réunir des travailleurs autonomes. Donc on a beaucoup travaillé avec 4 grandes coopératives d'activité et d'emploi, la principale étant la coopérative d'activité et d'emploi de Paris, qui s'appelle Copanam, qui réunit quand même 700 personnes, ce qui n'est pas une grosse entreprise, mais qui n'est pas non plus une petite structure d'une dizaine de personnes. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler sur ces dispositifs-là et de voir comment, en créant du salariat, on crée des droits sociaux. Donc il y a une espèce de réactivité de laboratoire de recherche sur la construction de droits sociaux aux marges du salariat habituel. Et de réfléchir aux différentes formes du sociétariat. Qu'est-ce que c'est que d'être sociétaire ? C'est-à-dire d'être propriétaire de son entreprise. Et donc d'être dans la situation dans laquelle il y a des ambivalences, parce que quand on est propriétaire de l'entreprise, on doit assumer un certain nombre de choix organisationnels, stratégiques, et de voir comment on peut éviter, si on souhaite éviter, qu'on se retrouve avec des systèmes pyramidaux où les organisations sont dirigées par des vieux hommes blancs. C'est quand même une réalité assez tangible, en France en tout cas. Et du coup, ces organisations réfléchissent à ces processus décisionnels, et donc il y a une articulation entre la dimension économique sur le lien au travail et une dimension politique sur le lien à la décision, la participation, la construction d'une entreprise commune. Voilà, donc il y a en même temps la question salariale, la question de l'entrepreneuriat, même si entrepreneuriat, c'est pas un très très bon terme, parce que
Et puis la question du sociétariat, ce que signifie être membre d'une organisation et en être propriétaire. À partir de cette démarche-là, donc voilà, on a une coopérative qui a en gros, il y a 3 volets. Il y a un volet qui est un volet qu'on appelle un volet de co-accompagnement. Et l'idée, c'est de produire des savoirs entre acteurs et chercheurs, et d'avoir des espaces particuliers de production de connaissances par les collectifs qui construisent des coopératives. Donc d'essayer de casser cette logique de savoir expert dans lequel il y a des sachants et des non-sachants, des sachantes et des non-sachantes, etc. Et de construire des espaces. Alors voilà, si on regarde un petit peu ici, on a un volet recherche, et puis bon, non, si je me mets à cliquer, je vais me paumer dans le site parce que je ne suis pas très fort en site, mais voilà, et ni en Mac. Voilà, on a inventé un truc qui s'appelle l'université éphémère, des temps qui sont en fait des temps très marqués par l'éducation populaire, entre chercheurs et acteurs mobilisés par une question, des temps de coproduction de connaissances, d'essayer de cristalliser, voilà, un peu comme tu l'évoquais, d'avoir le moyen ah oui, c'est de ce côté-là, ok, de capitaliser de la connaissance, que ce soit utile aux acteurs, avec aussi quelques dispositifs un petit peu particuliers. On a aussi fait un séminaire coopérative et commun, voilà. Et puis voilà, j'ai ramené, on a fait une petite brochure qui explique un peu qui on est. J'en avais que 3 dans mon bureau, donc j'en ai ramené 3. Non, d'ailleurs 4, c'est presque la multiplication. Je vous les laisse. Puis c'est sur le site. Donc un côté co-accompagnement avec cette idée de créer un réseau d'échange de pratiques. J'ai pas dit de meilleures pratiques, hein, de pratiques sur la coopération, sur les dispositifs qui permettent à tous de participer. Par exemple, comment on fait des élections sans candidat. Par exemple, voilà, Copanam a 700 salariés, 400 sociétaires, a fait l'élection sans candidat à la présidence du conseil d'administration. C'est des expériences qui sont assez intéressantes. Les systèmes d'élection, de refus d'élection avec voilà, on va désigner le président au hasard. Voilà. Donc, toute une série de dispositifs pour avoir des techniques dans lesquelles on évite le monopole de la parole, des choses comme ça. Bon, donc ça c'est le côté co-accompagnement. Ensuite, on a des protocoles de recherche-action, notamment sur la question des discontinuités au travail, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, l'assignation des femmes dans des postes et des responsabilités, donc thématique Gender Studies. Voilà, de la recherche-action organisée, on va dire, à la DIWI, hein, avec un protocole de recherche-action pensé avec les acteurs, pour produire du savoir utile dans l'action. Et le troisième point, c'est des interventions plus classiques. Voilà, on a été contacté par la plus grosse coopérative de France, qui s'est dit qu'il n'y avait pas assez de sociétaires par rapport au nombre de salariés, donc ils ont voulu accompagner le développement du salariat. Donc ça, c'est plus classique. Voilà, j'ai encore un peu de temps. Alors, voilà, donc c'est pour vous dire d'où je parle. Et moi, donc, je suis universitaire et on travaille avec des collègues qui sont dans ces discontinuités du travail. Donc, on a à se confronter au quotidien entre ceux qui ont des statuts et ceux qui n'ont pas de statut, et on essaie de travailler ensemble. Voilà, donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant aussi du point de vue de la réflexivité, de nourrir en permanence cette réflexivité, de faire des petits bouquins, des notes, etc. Et alors, à partir de ça, je voudrais évoquer 2-3 éléments à partir de cette expérience, sur la lecture que je peux avoir plus large de démarches alternatives et de l'économie sociale un peu sur longue période. Donc ça va être un peu un changement par rapport à ce que je viens d'évoquer, qui est une présentation d'une expérience. Une clé de lecture qu'on utilise souvent et qui nous semble assez intéressante sur le rôle de la recherche-action, c'est la tension qu'il y a entre les dimensions instituantes et les dimensions instituées, que l'on peut renvoyer à Castoriadis. Hein, donc il y aura, je crois que c'est le LSCP qui organise aussi, entre autres, colloque Castoriadis la semaine prochaine. Hein. La semaine. Ouais. Enfin bon, ce sera en partie à P7, en partie à l'EHESS, et puis bon, je vous avais identifié un peu dans cette mouvance-là. J'espère que ça vous dérange pas trop d'être identifié à Castoriadis, mais ça me semble pas très grave. Et donc, dans cette lecture qui emprunte beaucoup à Castoriadis, l'économie sociale, c'est aussi beaucoup nourri la démarche instituant-instituée, en poursuivant moins la veine philosophique et plus la veine, on pourrait presque dire pragmatique.
au sens où Henri Desroches, qui est un des acteurs penseurs de l'économie sociale et de l'économie coopérative, surtout au XXe siècle, créateur d'une université coopérative, et en même temps donc, chercheur et acteur, a beaucoup insisté sur la tension instituant-institué, avec ceci tout à fait intéressant, je crois, pour nous, sur ce que peuvent donner des alternatives ou ce que peuvent donner des utopies. Je parle d'alternatives et d'utopies dans la sphère de la production, éventuellement de la consommation aussi, parce que la production et la consommation sont quand même très liées, je veux pas, voilà. Ça peut être aussi production de logements, bien sûr, donc à sphère large de l'action coopérative, et donc passe uniquement de la dimension politique, d'une dimension politique ancrée dans la construction de l'autonomie du sujet dans sa reproduction économique, on pourrait dire ça comme ça. Et du coup, la tension instituant-institué, elle a ceci d'intéressant qu'elle nous montre que nous cherchons à instituer, non pas à faire des grandes institutions stables et pérennes althussériennes, mais à formaliser des protocoles, des manières d'agir ensemble, à produire du vocabulaire commun, à produire des règles de décision. Imaginons une organisation qui cherche à avoir un système de délibération dans lequel tous et toutes puissent participer. Eh bien, on se donne des protocoles de prise de parole. Alors, est-ce que ça va être un bâton de parole? Est-ce que ça va être ceci? Et donc, on a toute une série de règles qui viennent de la pratique et toute une série de règles qui ne viennent plus de la pratique, mais sont issues de la pratique, sont montées en généralité, ont donné lieu à des grands principes reconnus par des organisations, voire à des corps de loi, c'est-à-dire à des principes normatifs. Et donc, si on prend la dimension instituante de l'économie sociale ou de la coopérative, on peut repérer, et là, du point de vue, moi, en tant qu'économiste hétérodoxe, je trouve ça passionnant de regarder comment quelle est la trajectoire du changement institutionnel, finalement, c'est-à-dire comment des dispositifs deviennent des micro-institutions, se stabilisent comme des éléments reconnus et partagés par les acteurs, et vont permettre éventuellement de structurer des habitus, ou bien de bouleverser des habitus. Voilà. Et du coup, ce que je trouve intéressant du point de vue de la réflexivité, sur nos pratiques dans les coopératives, et en regardant sur longue période le fonctionnement de l'économie sociale, c'est de voir comment ont été produites des règles qui sont devenues des règles générales. Par exemple, il y a des associations durant tout le 19e siècle, tout le mouvement de l'associationnisme, je ne vais pas refaire cette histoire-là, mais le mouvement de l'associationnisme existe avant qu'il y ait les associations, et donc on a des processus instituants, de même que pour le mouvement coopératif, on a des coopératifs de travailleurs autonomes, sauf qu'on ne les appelle pas comme ça. On en a plein au milieu du 19e, mais pourtant, la coopérative n'est pas un statut juridique. Et donc, il y a un mouvement instituant qui va produire le statut, donc qui produit la loi finalement, et puis on a d'autres mouvements instituants qui produisent les corps de règles qui vont permettre de faire vivre la coopérative. Parce qu'un des points essentiels dans ces histoires-là, c'est qu'on a besoin du droit pour dire une personne égale une voix. Pendant longtemps, c'était un homme égale une voix, donc maintenant c'est une personne égale une voix, c'est déjà pas si mal. Une personne égale une voix. Mais dans la réalité, si c'est une fois par an qu'on se réunit pour dire bon, alors on réélit le même chef, ça ne sert à rien. Bon. Et du coup, comment est-ce qu'on envisage? Et a-t-on envie de l'envisager? Parce qu'il y a plein de coopératives qui ne veulent plus l'envisager, qui se disent on a un bon leader, il est bien, et puis il est quand même, il a ce bon côté du paternalisme. Donc, et d'un certain point de vue, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'on rentre dans une communauté en leur disant attendez. Vous refaites vos propres formes de subordination. Et donc, on mobilise en permanence les clés de tension entre qu'est-ce qui va être un élément d'émancipation dans la gouvernance, c'est-à-dire partager, construire l'autonomie, et dans le travail. C'est pas la même chose dans la gouvernance et dans le travail. L'émancipation dans le travail, la réflexion sur qu'est-ce qui permet de faire œuvre ou pas. Émancipation et tout ce qui va être aliénant, notamment lorsque finalement on est subordonné en permanence à la recherche du contrat. Je ne parle pas du contrat pour le chercheur qui cherche une ANR, ce qui est un peu aliénant, mais je parle du contrat pour celui qui est en situation de travail indépendant et qui de facto va être dans des formes multiples d'intermittence ou de discontinuité de l'activité. Et donc l'idée c'est de nourrir cette réflexion. On ne se nourrit pas que de réflexion, puisqu'il s'agit aussi de créer du revenu, ce qui est pas toujours une mince affaire, et d'avoir un fonctionnement tactique vis-à-vis des dispositifs, c'est-à-dire à un moment d'avoir un peu d'acédique par-ci, un peu de contrat par-là, etc. Et du coup, pour revenir à la tension instituant-institué, on essaie de réfléchir à quels sont les processus qui vont permettre d'instituer quelque chose, et donc qui sont des processus instituants, d'avoir cette réflexivité sur ce qui est instituant en termes de protection sociale pour des travailleurs en situation de discontinu, par exemple, et de repérer conjointement tout ce que produit le fait d'être institué, c'est-à-dire
quand on a institué, quand c'est institué, ça permet de stabiliser, ça permet de ne pas rediscuter chaque jour de comment est-ce qu'on va discuter. Ce travail infini de dire est-ce qu'on est dans une démocratie dans laquelle on rediscute chaque jour de tout. Et effectivement, on fait une assemblée générale ou un fonctionnement de ce type-là. Je vais conclure. Si on rediscute de tout en permanence, on perd certaines formes, oserais-je dire, d'efficacité. Oui, bien sûr, mais donc cette tension-là qui fait qu'on a besoin que ce soit institué pour pouvoir travailler ensemble, se mettre d'accord, et en même temps, le fait d'être institué va produire un ramollissement dans l'utopie originelle, et donc la tension avec les fondateurs qui disent oui mais nous on voulait que ce soit plus comme ci, que ce soit plus comme ça. Et donc l'objet, donc sur cette clé de lecture institué, c'est de pouvoir l'utiliser soit dans une œuvre presque de socio-histoire du mouvement coopératif, soit dans une pratique réflexive pour les acteurs, pour comprendre ce qu'on est en train de faire quand on dit maintenant on va faire une élection sans candidat, qu'est-ce que ça produit. Et donc ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a un processus dans lequel on se nourrit d'un certain nombre de clés de lecture comme ça, pour revenir vers les acteurs, pour essayer, parce qu'au final l'objet c'est d'accompagner des collectifs à créer des organisations dans lesquelles il y a une égalité entre les pairs, il y a du partage, et cette idée qu'on peut se réapproprier les moyens de production. Ah ouais.